Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui, semble-t-il, irrite considérablement les bien-pensants. Je veux parler de ce dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais de façon très succincte, juste pour vous prévenir quand même que ça a eu lieu. C'est la fameuse interview de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine. Bon, alors... si vous êtes nouveau, si vous ne savez pas qui est Tucker Carlson. Tucker Carlson est un journaliste présentateur qui a été un des vedettes, on va dire, de la chaîne CNN jusqu'au moment où il a commencé. Alors c'est un conservateur, il ne se le cache pas. Mais c'est un poil à gratter parce que c'est un journaliste qui pose parfois les bonnes questions. Alors même si parfois ces questions sont assez orientées, même si parfois il est un petit peu dans, je dirais pas dans l'approximation, mais plutôt dans, dans l'orientation idéologique. Mais je veux dire, aux États-Unis, tous, sans exception, ils le sont. Mais Tucker Carlson, c'est quand même celui qui est le poil à gratter, tellement poil à gratter qu'il a fini par... alors, officiellement, il est parti d'un juste compromis avec la chaîne CNN. D'autres disent qu'il s'est fait en réalité virer parce qu'il est peut-être allé trop loin. Mais très rapidement, Elon Musk lui a ouvert ses portes pour lui proposer tout simplement de faire... une émission sur son canal avec des analyses d'actualité et surtout des interviews. Et ça fait depuis quelques semaines que traînait la rumeur comme quoi Tucker Carlson était en négociation pour faire une interview de Vladimir Poutine. Alors évidemment, déjà à l'époque, ça commençait un petit peu à secouer dans les brancards parce que vu le taux de prise, le taux de vue que fait Tucker Carlson sur X, les bien-pensants, les vertueux s'inquiètent finalement. Ils s'inquiètent parce qu'ils se disent attends, il touche quand même un grand nombre d'Américains, ça devient dangereux. Et donc il a fait en effet cette fameuse interview. Cette interview qui a eu lieu à Moscou. Je vous avais parlé de cette interview dans une précédente vidéo, je vous avais même mis le lien d'une traduction. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il y a dans cette interview ? Évidemment, il y a un certain nombre de questions, des questions qui touchent la perception, la vision, la politique de Vladimir Poutine, que ce soit à l'échelle du pays, mais surtout dans ses relations internationales. Et j'ai envie de dire... Vladimir Poutine répond aux questions, mais d'une façon qui est celle d'un président d'un pays qui n'est pas aligné sur la doctrine, la religion occidentale. Et donc, ces propos sont ceux de sa perception, de sa vision des choses. Alors, une question, par exemple, quand même importante, c'est Carlson lui dit, mais est-ce que vous considérez les États-Unis comme un ennemi, etc. Et là, il répond, non, absolument pas. Nous ne considérons pas l'Amérique comme un ennemi. Mais la façon dont il répond, évidemment, on sous-entend que son ennemi, ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas le peuple américain. C'est ceux qui les dirigent, c'est ceux qui les manipulent. C'est les mondialistes occidentaux qui veulent soumettre tous les pays du monde à leur nouvel ordre mondial. Parce que, rappelons, Poutine n'est pas contre le nouvel ordre mondial, mais il est pour un nouvel ordre mondial partagé, c'est-à-dire sous un principe de multipolarité, c'est-à-dire que on veut bien faire arranger, faire des traités dans le cadre d'une harmonisation
sur le plan économique, sur le plan des échanges commerciaux, etc. Mais en ayant un échange de bons procédés, un échange de bon respect équitable. Or, il est très clair que le monde occidental ne veut pas l'équité. Ils veulent le pouvoir. Plus particulièrement les Américains veulent le pouvoir absolu sur tout le monde. C'est eux qui veulent tout diriger, tout commander. Donc évidemment qu'ils s'opposent à la fois à la Chine, mais aussi à la Russie. D'autant plus que, encore une fois, beaucoup de journalistes, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de bien-pensants sur les réseaux sociaux qui se la jouent anti-russes, russophobes, etc. Dès que vous leur parlez des années 90, en règle générale, ils finissent par bugger. Ils finissent par bugger parce que déjà, il y en a souvent qui ne se souviennent pas de ce qui s'est passé ou qui n'ont absolument pas une sensibilité par rapport à ce qui s'est passé. Ou voire même ce sont parfois des gens qui étaient encore des gamins dans les années 90, c'est des gens qui sont nés dans la fin des années 80 ou début 90 et qui n'ont absolument pas connu ou qui n'avaient absolument pas conscience de ce qui se passait en Russie à cette époque. Si vous comprenez ce qui s'est passé à cette époque dans les années 90, vous comprenez logiquement pourquoi Poutine il est là. Pourquoi il est ce qu'il est. Alors évidemment, ceux qui défendent l'atlantisme, l'unipolarité, etc., l'accusent d'être un dictateur, l'accusent de vouloir reconstruire l'URSS, l'accusent de tous les maux. Alors qu'en réalité, c'est un président qui ne fait que défendre les intérêts de son peuple, de son pays, de sa souveraineté. Au même titre que ce que normalement tout président d'une démocratie élue devrait faire, est obligé de faire, parce que leur oblige la Constitution. Alors, il y a le sujet évidemment de l'Ukraine. Alors là, sur l'Ukraine, évidemment, il est beaucoup plus véhément. Mais encore une fois de plus, il est véhément de son point de vue. Il considère que l'Ukraine, de toute façon, est une terre qui est la terre-mère de toutes les Russies. Et donc, pour lui, il est logique que l'Ukraine réintègre finalement la terre de Russie. Alors, évidemment, sur ce point de vue-là, je vous autorise tout à fait à ne pas être d'accord. Et là-dessus, je suis tout à fait en harmonie avec là-dessus. L'Ukraine est un pays qui a déclaré son indépendance en 1991, et donc par conséquent, elle a une légitimité d'exister en tant que peuple souverain. Après, il y a d'autres problèmes. Les mêmes problèmes qu'on retrouve dans un certain nombre de pays qui sont des jeunes nations, qui sont des jeunes démocraties, mais qui n'ont pas encore résolu leurs problèmes démographiques et plus particulièrement ethnico-religieux, en interne. C'est-à-dire ces brassages qui ont eu lieu au fil des siècles, mais qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des peuples qui se sentent beaucoup plus affirmés, beaucoup plus fiers d'être ce qu'ils sont dans cette terre, au détriment des autres, et se trouve une légitimité plus grande que la présence des autres. C'est ce qu'on a connu malheureusement avec l'explosion de l'ex-Yougoslavie. Donc voilà, l'Ukraine, c'est entre eux les Ukrainiens russophones, ukrainophones, qui sont plutôt patriotes russes ou pro-ukrainiens, etc. Vous voyez, c'est compliqué. Mais le fait est, c'est que la situation conflictuelle aujourd'hui, elle fait que la Crimée est revenue à la Russie, alors que je rappelle que la Crimée avait été russe un certain nombre de temps, mais a été donnée plus précisément par Nikita Khrouchtchev en 1954 à l'Ukraine, mais à l'époque on s'en foutait puisque de toute façon l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. Si vous voulez, c'est un peu comme si l'Union européenne décidait de donner la Sardaigne à la France, mais à la limite l'Union européenne s'en foutrait parce que la Sardaigne fait partie de l'Union européenne. Donc qu'elle soit française ou italienne, à la limite on s'en fout. Donc du coup, si vous voulez, si on se met du point de vue de Poutine, son discours est tout à fait cohérent. Et on comprend qu'il est cohérent sur certains sujets où il met en exergue le fait que justement, lui, il veut préserver son pays, il veut préserver son peuple, il veut préserver sa culture, il veut préserver ses intérêts, ses relations économiques.
ces relations diplomatiques, mais qui font ombrage, qui font obstacle aux ambitions et aux projets occidentaux. Donc c'est pour ça que quand on voit l'interview, finalement, c'est une interview qui n'apprend rien et qui confirme bien la volonté de Vladimir Poutine de défendre une autre conception de la mondialisation, de faire une proposition de mondialisation, mais qui défend et qui protège les intérêts, les cultures, les diversités de chacun. Contrairement au projet mondialiste occidental qui, lui, veut imposer, veut normaliser, veut standardiser l'ensemble des pays. C'est une forme de soumission. C'est une soumission, et d'ailleurs l'Union européenne en est un parfait exemple de volonté de soumission des États membres, des États européens. Mais alors c'est là où ça devient très intéressant et très finalement symptomatique de la situation, c'est qu'ici aux États-Unis, Tucker Carlson, aujourd'hui, vous avez certains médias qui le traitent de traître. C'est un traître. C'est un traître qui va en Russie, qui va à Moscou et qui interviewe l'ennemi de la démocratie américaine. Mais sauf qu'évidemment, ceux qui disent ça, ce sont les médias alignés avec l'État profond, avec les atlantistes. Allez interroger des Américains aujourd'hui, vous allez être surpris de vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'Américains qui, s'ils ont pu entendre, voir ou regarder cette interview, eh bien finalement, se disent que au moins Poutine a plus l'allure et ressemble plus à un président qui défend les intérêts de sa nation et la souveraineté de sa nation que ce qu'on peut voir aux États-Unis. Et d'ailleurs, même Poutine, lorsque Carlson l'interroge sur Biden, Poutine le dit. Il dit, mais de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Biden ne dirige plus rien. Qu'à 81 ans, le mec, c'est une façade. C'est une marionnette. Là, récemment, d'ailleurs, il a tenu encore un propos complètement à côté de la plaque, où il parlait qu'il avait eu de très bonnes relations avec un président français, et que le président français disait des choses intéressantes, etc. Mais il parlait de François Mitterrand. Et François Mitterrand, il est mort en 96. Vous voyez, c'est-à-dire que oui, objectivement, si l'on compare la responsabilité dans le statut, dans la fonction de président d'un pays, si on compare Biden et Poutine, mais je suis désolé, mais s'il y en a un qui me dit que Biden est mieux que Poutine, soit il est à côté de la plaque, soit il est d'une mauvaise foi absolue. On est d'accord, je pense que... Attention, je dis ça sans faire de prise de position ou faire du prosélytisme russe. Hein. Là, je fais simplement un outil de comparaison. Hein, l'outil de comparaison qu'on pourrait faire également entre Poutine et Macron. Si je vous pose la question entre Poutine et Macron, lequel est le président qui vous semble le plus représentatif de quelqu'un qui assume une fonction d'État pour protéger, pour défendre, pour gérer au mieux les intérêts d'un peuple souverain, d'une démocratie souveraine? Il n'y a pas photo, hein. Sauf que ça, évidemment, ça aujourd'hui, il n'avait plus le droit de le poser. À tel point que même en Europe, vous en avez certains qui commencent à vouloir, accuser X de faire du prosélytisme pro-russe, et deux, voudraient bien vouloir interdire, ou tout du moins se munir d'outils pour interdire et censurer ce genre d'interview. Mais il y a un moment donné, tu te dis, mais attendez, ceux qui balancent du FAF, du facho, de la dictature, à qui mieux, j'ai envie de leur dire, mais attendez, si vous comparez les méthodes en Russie et les méthodes en Union européenne, alors oui, vous allez critiquer la Russie parce que la Russie, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de réelle démocratie. Ben si, il y a une démocratie. Sauf que cette démocratie, elle a ceci de particulier, c'est que vous avez un mec qui essaye de rester au pouvoir parce qu'il sait que si il se fait dégager, il y a des chances que celui qui prendra sa place
risque de, finalement, trahir le peuple russe. Parce que ce serait quelqu'un qui, finalement, finirait par s'aligner avec les Occidentaux, avec l'Europe, etc. Puis, finalement, finir par vendre la Russie par petits bouts, comme actuellement, vous avez des présidents d'État, des chefs d'État européens qui sont en train de vendre leur pays par petits bouts. C'est ce qui se passe en Pologne. En Pologne, aujourd'hui, il y a une crise politique parce que le nouveau chef d'État en Pologne a une fâcheuse tendance à commencer à vendre par petits bouts la Pologne. Les Allemands commencent à se rendre compte que Scholz, il n'est pas dans l'intérêt du peuple allemand. Il est dans l'intérêt des mondialistes, de la finance, etc. Mais bon, en France, hein, je ne vous fais pas un dessin. Donc, quand vous en arrivez à ce point de vouloir décréter, d'avoir ou de légitimer ou de réclamer des outils pour pouvoir interdire, censurer, alors attention, dans la mesure du cadre d'un respect moral, de mœurs, etc. Et évidemment que dès que ça commence à dépasser un petit peu les bornes, à dépasser les limites de certaines valeurs, même de certaines lois, etc., là, dans ce cas-là, oui, se munir d'outils pour faire de la police, pour faire de la répression à l'encontre de gens qui ne respectent pas les règles, mais les règles qui s'appliquent dans l'intérêt de la sécurité et de la protection de tous, dans l'égalité de tous, là, on est d'accord. Mais quand il s'agit de vouloir légitimer, d'avoir des outils pour faire de la répression par rapport à de l'idéologie ou de l'opinion, là, ça devient dangereux. Là, c'est comme, par exemple, cette commission parlementaire qui a été créée, mais les participants de ces commissions, alors je ne sais plus, c'est pour lutter contre les c'est pas lutter contre les discriminations, je ne sais plus, enfin je vous le mets là, en dessous, parce que je ne sais plus exactement le dénommé exact de la commission. Et qu'est-ce que vous trouvez dans la commission ? Eh bien, vous trouvez les mêmes bien-pensants qui sont là à vous montrer du doigt pour vous dire ce que vous avez le droit de faire ou pas faire. Pire, on retrouve 3 gugus qui pourtant sont des gugus qui traînent maintenant un certain nombre de casseroles, en l'occurrence M. Reichstag, M. Mendès-France et M. Pain. Je vous dis franchement, si George Orwell ou même Aldous Huxley étaient encore vivants, et si on leur posait la question de savoir, voilà ce qui se passe en Russie, voilà ce qui se passe en Chine, voilà ce qui se passe aux États-Unis, voilà ce qui se passe en Europe. Où est-ce que vous pensez que la bascule envers les mondes que vous avez imaginés dans vos œuvres respectives, on est en train de basculer dedans? Ben, je pense que, en effet, au niveau de la Chine, il s'accorderait de dire, ben, la Chine, oui, mais normal, puisque la Chine est un régime unique, à parti unique. Il n'y a pas de démocratie en Chine. Donc en réalité, le régime chinois, oui, il fait ce qu'il veut. Mais en revanche, là où nous, ça nous inquiète, c'est, bon, les États-Unis, c'est les États-Unis, mais l'Europe. L'Europe qui est quand même une terre qui a tellement connu de choses, qui a tellement d'expérience, qui a tellement de vécu, qu'aujourd'hui, elle aurait au moins cette vertu de tirer le meilleur de ce qu'elle a connu pour pouvoir construire quelque chose d'équitable, de juste, d'éclairé, de respectueux. Et bien on se rend compte que non, c'est tout le contraire. C'est que cette Europe, tant voulue, tant rêvée, tant imaginée, en réalité, elle a connu un coup d'État aidé par les États-Unis, pour permettre aux mondialistes, aux globalistes, à la finance, aux empires financiers, finalement, d'en prendre le pouvoir. Et du fait que pour éviter de se faire éjecter, pour éviter de se faire contester, etc., aujourd'hui, eh bien, ils vont installer des dictatures morales,
des dictatures idéologiques, des dictatures politiques, des dictatures médiatiques, ou au final, que ce soit sur les réseaux sociaux, parce que, en effet, ça les démange de contrôler l'Internet, de contrôler ce que vous y dites. Mais même un truc que j'ai vu passer comme quoi ils espèrent pouvoir réussir à proposer une loi qui criminaliserait la remise en question des vaccins Covid-19. Alors qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'études scientifiques, médicales, de rapports, comme quoi il y a une augmentation anormale de cancers et de décès. Bon, je ne vais pas m'étaler sur la question, parce que là, c'est un sujet qu'il faut vraiment approfondir pour voir comment les statistiques ont été faites, sur quelle base, etc. Mais le constat est là, il y a une augmentation de la moyenne des décès et une augmentation de déclaration de cancer. Il y a bien une cause. Toute conséquence a une cause. Bon, là maintenant, je laisse les scientifiques débattre de la question. Pour l'instant, j'ai pas une opinion très fixée, parce que c'est, encore une fois, c'est un sujet extrêmement compliqué, extrêmement complexe, sur lequel il y a énormément de paramètres à prendre en ligne de compte. Et bon, pour l'instant, je ne me suis pas penché sur la question. Mais alors, le fait que vous ayez des gens qui pensent que, oui, alors il y en a marre des gens qui contestent, qui critiquent, qui s'opposent à ce que nous considérons être une vérité, donc on voudrait créer une loi qui va criminaliser tous ceux qui vont à l'encontre de notre vérité. Est-ce que quelque part, c'est pas très orwellien, cette histoire? Donc, la leçon qui est très intéressante à tirer sur cette fameuse interview de Poutine, ce n'est pas tant le contenu qui confirme bien ce qu'il est, ce qu'il a l'intention, ses ambitions, mais encore une fois, de son point de vue, d'un point de vue d'un président qui veut défendre les intérêts d'un pays, d'une nation, qui de toute façon, on le sait depuis 40 ans, est une cible d'un empire financier occidental qui veut lui mettre le grappin dessus, qui veut dépecer le pays, parce que c'est un pays qui a encore énormément de ressources, etc. Et d'ailleurs, même dans l'interview, Carlson lui parle justement quel est son positionnement sur le réchauffement climatique, etc. Et il dit que malheureusement, c'est devenu quelque chose de très idéologique, etc. Mais moi, de mon point de vue, le réchauffement climatique, pour moi, est d'un intérêt certain. Car le réchauffement climatique permettrait peut-être de voir disparaître le permafrost dans grand nombre de régions de Russie, et donc d'avoir accès à des terres riches et cultivables, voire même développer, à mon intérêt, une route maritime commerciale arctique. C'est-à-dire tout ce qui vient d'Asie, à la limite même Asie du Nord, mais tout ce qui vient d'Asie, n'aurait peut-être plus besoin d'aller descendre jusqu'au canal de Suez, où là, en ce moment, c'est un petit peu le bordel. Il y a les pirates, il y a les Houthis qui attaquent les bateaux, etc. Donc évidemment, il y a pas mal d'assurances qui sont en train de dire aux armateurs, bon attention, nous ce qu'on voudrait, c'est que vous évitiez de passer par le canal de Suez parce qu'il y a des pirates, etc. Il y a des augmentations de primes d'assurance, évidemment. Si vous êtes un armateur qui envoie des bateaux qui sont obligés de passer par là, donc il y a un risque que le bateau soit attaqué, un risque que vous perdiez toutes les marchandises, les assureurs, ils vont dire là, non, soit vous continuez à passer par là, mais alors par contre, on vous met un bonus, on vous met un malus, sur vos primes d'assurance, ou soit vous passez par un autre chemin. Et l'autre chemin, c'est le sud de l'Afrique. Sauf que si vous passez par le sud de l'Afrique, comme je vous l'avais déjà expliqué, je vous le réexplique maintenant, ça veut dire que c'est du surcoût. C'est du surcoût pour les transports, c'est du surcoût sur le prix des transports, sur les armateurs. Donc tout va découler jusqu'à votre produit en rayon, qui est un produit qui a été soit un produit transformé, fabriqué avec des matières premières qui ont été achetées à l'autre bout de la planète, ou qui ont littéralement, eux, été bien
transformé, c'est un produit fini qui vient de l'autre bout de la planète, qui a été transporté par bateau, etc. Donc forcément, le prix va répercuter l'augmentation du coût de transport. D'où la raison pour laquelle l'Union européenne veut absolument passer son traité avec le Mercosur. Parce qu'avec le Mercosur, il n'y a que l'Atlantique à traverser. Donc si jamais le réchauffement climatique permettait de pouvoir développer le transport commercial par l'Arctique, comprenez que là, vous n'avez plus besoin de vous emmerder avec les problèmes qu'il y a autour de l'Afrique. Ou tout du moins dans la mer Noire, pas le mer Noire, mais le golfe Persique, jusqu'au canal de Suez. Vous évitez tous les problèmes de l'Extrême-Orient et du Moyen-Orient. En passant par le Nord, vous arrivez directement sur les pays nordiques, sur la Suède, la Finlande, le Danemark, etc. Vous arrivez directement sur Anvers. Et voire même peut-être un gain de temps. Sauf que ça, évidemment, vous comprenez que pour les écologistes, entendre Poutine dire nous, le réchauffement, nous, à la limite, ça nous arrange. Hein. Après, c'est juste une question de nous adapter aux conditions de réchauffement climatique, sur le plan structurel, sur le plan urbanistique, etc. Là, vous avez vu ce qui se passe en Californie. Oui, le gros orage, pluie diluvienne, inondations, etc. Ouais, bien sûr. Il y en a tout de suite, réchauffement climatique, regardez. Non, c'est pas que le réchauffement climatique. C'est que c'est des phénomènes qui arrivent approximativement tous les 5 ans, je crois, en Californie, où ils ont comme ça des périodes d'orage assez intenses, etc. Sauf que l'urbanisme a modifié un certain nombre d'endroits, surtout dans la Californie, qui a quand même une chaîne de montagnes, qui a souvent des reliefs non négligeables à prendre en considération pour les évacuations d'eau de pluie. Vous avez des zones où, en finale, vous avez des ravines où ils ont finalement quand même construit, bétonné, etc. Donc forcément, le jour où vous avez une grosse dépression qui vous arrive sur le coin de la cafetière, où vous tapez 2, 3, 4 jours de pluie, parfois intensive, l'eau, il faut bien qu'elle aille quelque part. Sauf que les endroits où l'eau avait, par nature, au cours des siècles, pouvait s'évacuer et aller jusqu'à la mer, etc. Si vous avez bétonné, si vous avez urbanisé, etc., forcément, surtout aux États-Unis, vous savez, si vous avez un petit terrain qui est en pente, à quelques mètres d'une ravine, mais que vous avez une vue super sur le Pacifique, etc., et puis que vous pouvez vendre ça à 1 million, 2 millions, 10 millions de dollars, l'argent parle souvent plus que les aspects naturels, géologiques. Sauf que le jour où il y a une situation climatique intense, il y a des chances qu'il y a des gens qui finissent par perdre leur maison. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Houston, dans le Texas? Vous savez, cet ouragan qui s'est abattu et qu'il y a plein de zones qui se sont retrouvées inondées, alors que c'était des zones très clairement où il ne fallait pas construire parce que, justement, c'est une zone avec des ouragans. Qui dit ouragan dit parfois la force des vents pousse la mer dans les terres et que forcément, s'il y a un manque de relief, vous allez forcément avoir des terres où la mer va rentrer, va inonder, etc. Bon, vous savez que vous avez quand même, comme aussi, souvenez-vous Katrina avec la Nouvelle-Orléans, vous avez des gens qui ont tout perdu. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui avaient des maisons qui étaient assurées, mais pour éviter de payer trop cher l'assurance, ils ont pris seulement l'assurance option dégâts des eaux, mais dégâts des eaux par plomberie ou incendie, mais ils n'avaient pas pris l'option inondation par catastrophe naturelle. Donc ils n'ont pas été remboursés de leur baraque. Donc ils ont tout perdu. Vous pouvez regarder sur Google Earth
la Nouvelle-Orléans, de l'autre côté du fleuve, vous allez vous rendre compte qu'il y a des tas de zones où tout a été rasé. Rien n'a été reconstruit. Pourquoi? Parce que tous les gens qui habitaient là, ils ont tout perdu. Il y en a certains, grâce à des aides fédérales, qui ont pu au moins récupérer un petit peu quelque chose, etc. Mais c'est comme chez moi, en Caroline du Nord. Regardez sur Google Earth. Regardez la côte de Caroline du Nord. C'est plat. Il n'y a quasiment pas de relief. C'est plat. Donc le jour où vous avez un ouragan et qui pousse l'océan vers les terres, alors en effet, sur la côte, vous avez des maisons qui sont construites sur pilotis. Pas mal. Mais il y a d'autres endroits où c'est pas le cas. Et finalement, les gens finissent par... Alors quand c'est pas, évidemment, l'érosion naturelle qui à un moment donné finit par rattraper ces maisons, et puis même si elles sont sur pilotis, elles finissent un jour ou l'autre, avec une petite tempête, par tomber dans l'océan. Enfin, voilà, ça c'est des sujets que parfois les défenseurs, les propagandeurs, je ne sais plus si on dit propagandistes, les propagandistes du réchauffement climatique, etc. C'est des sujets où quand tu leur remets un petit peu en perspective par rapport aux forces de la nature qui, en effet, subissent des modifications, des apports. Moi, par exemple, je suis de ceux qui acceptent tout à fait l'idée que depuis l'ère industrielle du 19e siècle, en effet, notre activité humaine a forcément eu des conséquences sur l'environnement, et qui plus est, un environnement qui lui-même est un facteur, est un élément dans les processus climatiques. Mais le problème, c'est que je vous dis, tout le discours, toutes les idéologies que vous entendez actuellement, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport au fait que ça permet de créer des marchés. Il y a beaucoup d'écologistes, quand je leur parle du traité de Kyoto et du marché carbone, déjà, ils sont déjà largués, ils n'en ont jamais entendu parler de ces trucs-là. Enfin bon, bref. Je m'éloigne, pas tellement, puisque c'est du fait que Poutine, sur le réchauffement climatique, lui, il est plutôt sur une position, il dit, oui, nous, on peut s'adapter, mais moi, personnellement, je peux y trouver aussi un intérêt. Eh ouais, c'est con. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette interview et ses conséquences. Alors je vous le dis, aux États-Unis, Tucker Carlson, lui, il a le sourire parce que, en effet, il remue dans les méninges, il remue j'ai oublié l'expression, dans les brancards, je vais y arriver. Il remue dans les brancards de la bien-pensance américaine. Et puis évidemment, comme les pro-Trump sont plutôt aussi alors je ne vais pas dire des adorateurs, mais des gens qui apprécient Poutine, ça met encore plus de l'huile sur le feu et ça creuse encore plus le fossé. D'autant plus qu'aux États-Unis, évidemment, la détestation de Poutine va jusqu'au point de finalement bien admettre que ce que dit Poutine peut parfois plaire à certains Américains qui sont énormément déçus et qui sont complètement en désaccord, en déception vis-à-vis de ce qu'est aujourd'hui la démocratie américaine, et qui plus est de tous ces excès. Comme l'un d'entre vous m'a fait la remarque sur le fait que vous aviez des textes de loi différents d'un État à un autre, ça c'est un sujet, peut-être qu'un jour je referai une vidéo un peu plus précise, mais j'avais déjà fait une vidéo pour vous expliquer ce phénomène, qui fait que les États-Unis, finalement, on se dit, mais finalement c'est un pays qui est, à l'échelle fédérale, c'est un pays qui est ingérable. C'est-à-dire qu'on est obligé de laisser finalement des États, des gouvernements d'États, des parlements d'États, des souverainetés finalement d'États, gérer les choses au mieux en interne, individuellement et particulièrement, sauf qu'évidemment, des fois on est dans des excès. Et l'exemple que vous aviez donné sur le fait que certains États acceptent le mariage pour les mineurs, par exemple. Autre exemple que je peux vous donner,
Vous savez, je vous ai dit souvent qu'aux États-Unis, il n'y a pas de langue officielle fédérale. Je dis bien de langue officielle fédérale. C'est-à-dire qu'à l'échelle fédérale, il n'y a pas de langue officielle. L'anglais n'est pas considéré comme langue officielle. En revanche, vous avez une trentaine d'États qui, eux, ont décrété l'anglais comme langue officielle. Tout comme certains États ont décrété l'espagnol comme langue officielle secondaire. Exception faite pour le Nouveau-Mexique, qui lui met au même niveau de langue officielle l'anglais et l'espagnol. Tout comme, soyez surpris, vous avez l'État du Mississippi et du Maine qui reconnaît le français comme une langue, alors pas une langue, enfin une langue officielle, mais une langue officielle secondaire ou tertiaire. Parce que oui, dans le Mississippi, vous avez encore des Cajuns qui parlent encore français. Alors ils ne sont pas très nombreux, je crois qu'ils doivent être quelques milliers d'Américains dans le Mississippi à parler encore le français, mais encore c'est un français cajun, c'est un français acadien, comme on les appelle, puisque oui, ce sont les descendants des Acadiens qui ont migré dans le sud de ce qui était encore la Louisiane, la Nouvelle-France à l'époque. Et puis le Maine, alors là le Maine c'est, je ne sais pas. Peut-être aussi parce que le Maine a été pendant un temps une région administrée par le Royaume de France, administrée au nom de la Nouvelle-France, ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça que le Maine reconnaît le français aussi comme une langue tertiaire officielle. Voilà. Donc voilà pour la petite anecdote. Mais à l'échelle fédérale, l'anglais est considéré comme langue usuelle, mais il n'y a pas de langue officielle. Terminons là-dessus. Comme je vous disais, ça a fait remuer la queue évidemment à toute la bien-pensance, à tous les russophobes. Et je pense qu'en France, c'est pareil. LCI, alors je pense que LCI est une chaîne russophobe. Parce que vu les discours qui sont tenus sur ces plateaux, surtout de la part de cette Ukrainienne, je crois, pseudo-journaliste ukrainienne, LCI est une chaîne russophobe. Voilà, on est bien clair. Et c'est une chaîne qui, le jour où, quand on va trouver un compromis, un traité de paix, et que finalement la Russie gardera la Crimée et le Donbass, et qu'on reconnaîtra la Crimée dans un État avec des frontières administrées par un traité de l'ONU, etc. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, les Américains, ils ne débarqueront jamais en Ukraine. Et si les Américains ne débarqueront jamais en Ukraine, je pense que l'Europe, ils ne vont pas non plus y aller, ils n'ont pas les moyens. Je pense que ça serait très malvenu dans les pays de l'Union européenne de voir des soldats, ou tout du moins des jeunes fils d'eux, des filles d'eux, etc., envoyés dans un pays parce qu'il n'y a plus assez de combattants ukrainiens, etc. Enfin bon, vous voyez, c'est... d'autant plus que là, moi je pose la question à tous les connards pro-ukrainiens qui sont contents que l'Union européenne vient de débloquer 30 milliards, je crois. 30 ou 50 milliards 50 milliards 50 milliards, ouais. De plus, j'ai envie de leur dire, mais à votre avis, l'argent, il sort d'où? Vient d'où l'argent? Et la filière? Où est la transparence de la filière? Il n'y en a pas. On ne sait pas où va l'argent. On ne sait pas si finalement les 50 milliards, il n'y a pas 30 milliards qui vont aller dans la poche des industriels européens pour en fait envoyer des produits, de l'équipement, de l'armement, etc. Mais finalement, qui paye? C'est vous. C'est les États membres. Et qui dit État membre dit emprunt, endettement. Qui dit endettement dit impôt, dit fiscalité. Logique.
Alors évidemment, certains disent oui, mais actuellement la Russie ne sont pas bien, etc. Oui, parce que elle aussi, la Russie, elle a des problèmes démographiques, elle aussi, la Russie, elle a des problèmes structurels. Donc c'est pour ça que depuis presque un an, je le dis, Poutine maintenant, sa stratégie en Ukraine, c'est une stratégie défensive. C'est-à-dire qu'il met tout en position pour faire que du défensif. Donc à chaque fois que les Ukrainiens veulent essayer de faire des percées, ils se pètent le nez. Et ce qui fait qu'en 2023, pendant 12 mois, on a entendu la grande offensive a lieu, oui, la grande offensive est un succès, oui, la grande... Mais au final, non, il n'y a rien. Si ce n'est des morts inutiles, des gens envoyés comme de la chair à canon, juste pour faire plaisir aux idéologues et aux politiciens. Donc voilà globalement ce que je peux vous dire sur Poutine. Dernier truc, Medvedev vient juste d'informer que de toute façon, la différence qu'il y a entre l'OTAN et la Russie, c'est que la Russie, elle est prête. Elle est prête à assumer. Sous-entendu, si vous voulez jouer la guerre nucléaire, si vous voulez jouer la Troisième Guerre mondiale, nous en Russie, on est prêts. On survivra. Ce qui n'est peut-être pas le cas de l'Europe, voire même des États-Unis. Quoique les États-Unis, on a quand même... C'est un pays qui a beaucoup de défauts, mais moi je reconnais, j'ai toujours dit, une qualité aux États-Unis et aux Américains, c'est que face à l'adversité, ils sont capables de trouver des forces vives, de la solidarité pour s'en sortir. Ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.